Alors que le premier Cybertruck quitte la ligne de production à la Gigafactory Texas, les stationnements des concessionnaires de véhicules électriques aux États-Unis se remplissent de véhicules invendus, mais pas au Canada. Rien ne va plus dans le monde de l'électrique, un peu comme à toutes les semaines. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de Millage. On va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui, mais avant, un message de notre commanditaire préféré, JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables et hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de Millage. Donc, le premier Cybertruck, le vrai Cybertruck, qui ressemble beaucoup à celui qui nous a été dévoilé en 2019, Alexandre, a quitté la ligne de production de la Gigafactory Texas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire qu'à toutes les 32 secondes, il y a un Cybertruck qui sort de la ligne de production Texas. Non. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un premier Cybertruck qui a réellement passé sur la ligne de production, donc qui a peut-être été assemblé par les ingénieurs, il a peut-être quand même été... Il y a eu sûrement énormément de travail qui a été mis en place pour fabriquer celui-ci, mais il a réellement passé par le chemin que vont prendre les Cybertrucks de production qui vont être produits. Donc, il y a une image qui a été partagée, qui a été tweetée par Elon Musk ou Tesla ou peu importe, où on voit le Cybertruck puis l'équipe qui l'a assemblé. Donc, c'est sûr que c'est un moment émouvant pour Tesla. Ça fait quand même 4 ans qu'ils ont dévoilé ce véhicule-là. Mais Alex, je pense que ça s'en vient pour vrai, le Cybertruck. Je te dirais que je pense qu'on va se rendre. Dans le fond, là, en ce moment, c'est une des réunions là, aux actionnaires là, qui font à tous les quarts de Tesla. Puis, dans le fond, dans les petits messages que Tesla donne à toutes les fois sur leur revenu, leurs bénéfices, tout ça, ils ont dit nous sommes encore à temps pour livrer les premiers Cybertrucks vers la fin de l'année 2023. Donc, on peut penser septembre, octobre, novembre, décembre, peu importe. On ne connaît pas la date. Ça sera expliqué plus tard, peut-être même aujourd'hui, quand le comité des directeurs de Tesla va prendre la parole. Mais peu importe. À la fin, c'est... Peu importe. Moi, dans le fond, dans ma vie, je travaille dans le domaine manufacturier sur des lignes de production. Je suis ingénieur, puis je lance des nouveaux produits, des lignes de production de produits agroalimentaires. Puis lancer un nouveau produit, là, puis moi, c'est simple. Là, c'est des affaires vraiment simples. Là. C'est compliqué. Là, puis ça m'est arrivé là, de passer 16 heures de temps en plein milieu de la nuit, suivre le produit sur les convoyeurs, là, puis me rendre jusqu'à la fin. Là. Fait que peu importe ce qu'on ressent sur Tesla, peu importe les opinions que vous avez sur Elon Musk, ou le Cybertruck qui n'est pas beau, c'est pas vrai, blablabla, on s'en fout. Sortir un véhicule complexe comme ça sur une ligne de production la première fois, là, c'est tout qu'un exploit. Puis une Toyota Camry, une nouvelle Toyota Camry dans une nouvelle usine, c'est le même exploit. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un pas vers l'avant parce que faire des véhicules de masse en série, c'est ça qui est difficile. Faire des concepts et dire n'importe quoi, c'est facile. Fait que c'est un gros jalon dans l'histoire du Cybertruck. Puis évidemment, les specs, on ne les connaît pas. On va le savoir probablement la journée qu'ils vont en livrer une centaine à des clients. Ouais, parce qu'il y a des rumeurs qui sont sorties, mais on ne passera pas trop de temps sur les rumeurs. On essaie de ne pas trop faire de vaporware, comme on dit à Plus de Millage. Mais selon les rumeurs, il y aurait une seule version disponible initialement avec 560 km d'autonomie, ce qui est loin des 800 ou 1000 km là, qui nous avaient été promis. Là. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on va avoir un modèle pour commencer, puis ensuite, il y aura d'autres modèles de Cybertruck. C'est pas non plus un véhicule qui est destiné à produire 1 million d'unités par année. Il faut quand même faire attention. Là. Probablement que au final, la production de Cybertruck va être à peu près équivalente à celle des modèles S ou X, par exemple. Là, fait que ça reste un produit plus niché chez Tesla. On a quand même très hâte d'essayer ça. Puis, ça se veut un véhicule qui va être très, très différent des autres camionnettes sur le marché. Mais j'ai une chose à dire que Tesla a confirmé aujourd'hui dans les derniers instants. Là, je ne lirai pas tout en anglais, on pourrait vous afficher le tweet, mais Tesla, ils disent as far as we know, donc de ce qu'on pense et de ce qu'on a vu dans l'industrie, c'est le premier véhicule qui est en bas de 19 pieds de long, là, on pourrait le convertir en métrique à l'écran, qui va avoir un bed, une boîte de 6 pieds plus de long. Donc là, c'est probablement, ce que ça veut dire, c'est que c'est probablement la longueur d'un pick-up pleine grandeur, boîte de 5 pieds et demi, mais avec une boîte de 6 pieds. Bien évidemment, c'est logique, là, le capot est tellement court que c'est là que tu gagnes ton espace. Là. Mais dans le fond, ça, on ne le savait pas, une boîte de 6 pieds, bravo. Exactement. Fait qu'il y a une optimisation de l'espace. Je ne sais pas si Alexandre, tu te rappelles du F-150 1998 qui avait un nez très très fin, était très bas, la ligne de capot était basse, le devant était court,
Ça fonctionnait, puis il y avait quand même un V8 de 5,4 litres en dessous du capot. Fait que je pense que la réalité, c'est que dans les dernières années, là, depuis, je sais pas, moins de 10-15 ans, tous les constructeurs se sont mis à faire des camionnettes pleine grandeur qui voulaient une grille immense en avant, là, quelque chose d'imposant, qui impose le respect. Puis au final, ben, ils ont fait des véhicules qui sont moins aérodynamiques qu'avant, ou potentiellement moins aérodynamiques qu'avant, puis qui sont beaucoup plus dangereux pour les piétons, Ben oui, puis absolument. qui sont beaucoup plus gros pour absolument rien. Fait que, au niveau de ça, là, il y a juste des désavantages. Tesla n'a juste pas entré dans le même carcan que le reste de l'industrie d'essayer de faire un véhicule où la grille en avant est énormément imposante. Puis je te fais une prédiction, Ford travaille très fort sur une immense usine de batteries et d'assemblage de véhicules au Tennessee qui appelle le Ford Blue Oval City, qui va fabriquer, assembler la deuxième génération du Ford F-150 Lightning sur une plateforme complètement unique, pas une adaptation. Je peux te garantir que ça ne sera pas comme un Cybertruck, mais ça va être un véhicule très optimisé pour l'aérodynamisme. Probablement que le capot va être super court, puis voilà. Je peux te prédire ça, puis je pourrais gager ma maison. Bon, probablement. Puis d'ailleurs, là, tu nous ramènes vers les constructeurs traditionnels. Puis la raison pour laquelle on veut amener ce sujet-là dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un article du Globe and Mail qu'on pourra partager un lien dans la description de la vidéo. Puis il n'y a pas juste le Globe and Mail, là, il y a beaucoup de journaux européens qui ont relaté la même nouvelle, mais oui, continue. Exactement. Donc, il y a plusieurs journaux qui disent que bien que la demande pour les véhicules électriques croît, elle ne croît pas aussi rapidement qu'attendu et que ça se reflète chez certains constructeurs traditionnels par une hausse des inventaires dans les cours de concessionnaires. Puis là, il y a des mentions, par exemple, le Cadillac Lyriq, où il y a 50 jours d'inventaire aux États-Unis, ce qui est la même moyenne que pour les véhicules traditionnels à essence, qui ont 52 jours d'attente. Puis là, il y a d'autres modèles qui sont mentionnés, mais puis là, il y a Volkswagen aussi qui se pose des questions sur la production, mais je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. D'abord, c'est surtout un enjeu pour les États-Unis, hein, Alexandre. Oui. Ça fait 2-3 semaines que je travaille là-dessus, puis on avait parlé qu'on allait faire un podcast là-dessus. Moi, ce que j'aime faire, c'est aller sur les sites des constructeurs américains aux États-Unis et de regarder leurs inventaires en ligne. Hyundai, là, parce qu'il n'y a pas de subvention, parce que leurs véhicules ne sont pas assemblés aux États-Unis. Des Hyundai Ioniq 6, là, si vous en voulez, là, on va vous en donner une palette. Chaque concessionnaire en a 3, 4, 5, là, prêts à partir, tous les modèles. Ioniq 5, il n'y en a pas de problème. Kia V6, il n'y a pas de problème. Des ID4, là, il y en a trop. Ça déborde. F-150 Lightning, Mach-E, ça déborde. Au Canada, Mach-E, Lightning, commence à en avoir 3, 4, 5 par concessionnaire, mais des Kia V6 puis des Ioniq 5, Ioniq 6, il y a encore une liste d'attente. C'est drôle que tu mentionnes le Ioniq 6, Alexandre. Il y a un concessionnaire dans ma région qui annonçait à la radio, pas plus tard que cette semaine, que tu pouvais te présenter en concession, louer un Hyundai Tucson à traction avant pour 400 quelques dollars par mois et en même temps passer une commande pour ton Ioniq 6 qui remplacera ton Tucson à la fin de ta location ou au moment où il sera disponible. J'étais là, mais pourquoi? En tout cas, je suis vraiment pas d'accord avec ce mode-là, disons, de financement des véhicules avec comme une commande intérimaire, là, mais c'est complètement incompréhensible que ce soit une dynamique aussi différente dans le marché américain et canadien, puis qu'on n'ait juste pas les véhicules que les gens demandent ici. Mais non. Puis on n'est pas des exécutifs de constructeurs automobiles ni des analystes du point de vue financier puis inventaire de l'industrie automobile, mais à la fin, moi, tout ce que je peux comprendre de ça, c'est qu'au Canada, ils ne font pas d'argent avec les véhicules électriques. T'sais, dans le fond, qui fait de l'argent avec les véhicules électriques au Canada, c'est pas compliqué. Probablement que Tesla fait de l'argent avec les véhicules électriques au Canada. Puis toutes les autres en font pas. Fait que ça sert à quoi? Ça sert à rien. Probablement que Porsche fait de l'argent parce que c'est l'un des constructeurs traditionnels les plus rentables. Oui. Mais effectivement, Tesla vend des véhicules, leurs véhicules sont disponibles, les prix baissent, même que je pense que tu as vu récemment qu'il y avait des rabais sur des Tesla Model 3 Standard Range neuves. Des propulsions là, avec la batterie LFP, là, au lieu d'être 54 990, ils sont 53 340. Maintenant, la couleur, c'est gris, la couleur de base. C'est plus blanc, ils l'ont changé, là, peu importe. Mais là, on est rendu là, avec la subvention puis tout au Québec à 51 817. On est revenu à l'ancien prix de 2019 avec la subvention. Oh! Avec 15 d'inflation. Donc, en réalité, il est beaucoup moins cher, mais en réalité, c'est pas vrai. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour un véhicule qui a un peu plus d'autonomie aussi que les modèles SR+, là, classiques de 2019, effectivement, puis qui est certainement de bien meilleure qualité aussi. Pour 100% assemblé en Chine. 100% assemblé en Chine maintenant, modèle Y, modèle 3, au Canada. Tous les modèles viennent de la Chine maintenant. Oui, puis ils sont tous gris.
Tous, Tous ben, je gris. veux dire, ils ne sont pas tous gris, mais c'est la couleur Non, de regarde, base. Si on ils veut vont le blanc, tous être c'est gris. $1 de plus. Ils vont Oui, tous c'est être ça. gris au lieu de Oui, tous c'est être ça. blancs. Exactement, c'est ça. Ben, il y avait quand même des gens qui payaient pour Ouais. les autres couleurs, mais Tesla est quand même assez cher dans le sens que avoir n'importe quoi d'autre que la couleur de base, c'est 1000 $. Alors que généralement, ce qu'on voit, c'est que ça va coûter 300, 500, Ben, 700, 900 $ de plus pour avoir je te une couleur dirais que spéciale sur un véhicule. Polestar et Hyundai sont rendus pareils. Je viens de faire des configurations sans effort, comme vous avez pu voir, le Polestar 2. Je pense que tout le monde converge vers... Ils roulent une couleur pendant des semaines, puis là, à la pièce, ils vont faire des petites productions de la couleur individuelle, puis ils augmentent les prix pour justement aiguiller les consommateurs vers la couleur gratuite qui est facile à faire ou qui ont en Ben, quantité. c'est la stratégie Ford Model T. Oui, N'importe quelle couleur tant que c'est noir, parce que le noir séchait comme 4 minutes plus vite ou quelque chose comme ça. exactement. Je dis peut-être un peu n'importe quoi sur les chiffres, là, mais c'était vraiment une question de temps de séchage de peinture. Dans le cas de Tesla, je crois que c'est une question de nombre de couches de peinture qui est inférieur pour le gris que pour le blanc. Mais là, on va revenir un peu au F-150 Lightning. Alexandre, Ford a baissé les prix vraiment beaucoup. Là. On parle, je pense, de même près de 15 000 $ canadiens de réduction sur les modèles Pro. Puis généralement, là, dépendamment du modèle, ça va être entre 6 et 10 000 $ de réduction du prix. Fait qu'il y a quand même une baisse significative de prix. D'ailleurs, je parlais sur Marketplace à quelqu'un qui en vendait un neuf cette semaine, pas accepté, mais un Pro à longue autonomie. Là. Puis ils en ont soit de disponible ou c'est disponible en commande, mais il n'y a plus de problème de disponibilité. OK, attends une minute. Quelqu'un qui en vend un Pro, longue autonomie, sur Marketplace, ça veut-tu dire qu'une personne comme toi, Gabriel, qui est un particulier, pourrait aller l'acheter? Oui, mais ça, c'est quand même un point intéressant parce que ce que Ford nous disait, c'est que le Pro au Canada, c'était uniquement pour les flottes. Mais j'ai fait l'exercice avec 2 concessionnaires qui vendaient des Lightning Pro neufs, donc vraiment là, des véhicules neufs en concession, pas des véhicules presque neufs vendus dans le marché usagé. Puis les 2 m'ont répondu qu'il n'y avait pas de problème là, à faire l'achat, que je n'avais pas besoin d'être un propriétaire de flotte ou être inscrit comme un propriétaire de flotte auprès de Ford. Parce qu'évidemment, Ford a toujours vendu là, des véhicules de flotte puis il y a plein d'avantages aussi là, quand on détient une flotte, qu'il y a des rabais, des choses comme ça sur les camionnettes. Mais là, dans ce cas-ci, c'était disponible pour le grand public. Mais là, ça veut dire que Gabriel, à 59 990, le PDSF, le F-150 Lightning Pro avec la petite batterie, avec la subvention au Québec de 12 000, parce que clairement c'est éligible, on est autour de 50 000 51 000 ben, on doit être à 53 000 54 000 Est-ce qu'on a droit aux 5 000 $ du fédéral sur ce véhicule-là? Faudrait regarder le question. site du fédéral, parce que là, le prix a changé. Il n'y a pas de raison qu'au Québec, il ne soit pas subventionné. Au fédéral, il faudrait voir. Je pense que c'est 55 000 $ pour le modèle de base. Là. Il y a peut-être une exception à cause du nombre de places ou la taille du véhicule ou Ouais, quelque chose comme faudrait ça. regarder. On vous confirmera pas ça. Mais oui, effectivement, ça veut dire que ce véhicule-là devient certainement subventionné au Québec, potentiellement subventionné au fédéral aussi. Fait que ça devient quand même super intéressant. Fait que peut-être que ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. C'est sûr que l'autonomie est vraiment limitée sur ce véhicule-là, surtout en hiver. 360 km NRCan. Mais la réalité, c'est que pour plein d'entreprises, ça fait du travail. Là. Si vous êtes une entreprise de construction qui fait des travaux dans la même ville où vous êtes localisé ou de laquelle vous partez le jour même en tirant une remorque, même si l'autonomie est réduite l'hiver, ça devrait suffire pareil. Il y en a en inventaire, puis en plus, Ford va augmenter. En fait, Ford triple la production de F-150 Lightning. Là. Ce que je comprends, c'est que ça faisait environ un mois que l'usine où ils sont produits était arrêtée. Puis ils passent d'une capacité d'environ 50 000 véhicules par an à une production d'environ 150 000 véhicules par an. Donc, probablement qu'aussi en anticipation de ça, ils ne veulent pas se ramasser avec des trop gros stocks de véhicules trop chers qui ne sont pas vendus. Donc, ils vont réduire les prix pour favoriser les ventes. Puis peut-être aussi qu'en augmentant leur production, ça leur permet de réduire leurs coûts. Oui, absolument. Puis aussi, ils doivent anticiper aussi que le Cybertruck va éventuellement sortir. Fait qu'ils veulent probablement avoir un flot de véhicules pour ceux qui vont dire c'est parce qu'on ne connaît pas le prix du Cybertruck. Donc, à la fin, à la fin, là, toujours, il faut se rappeler. La saine compétition, c'est super important. Les monopoles, surtout pour des compagnies privées, je ne parle pas de monopole pour la production d'électricité, tout ça, on n'embarquera pas là-dedans. Mais dans le cas de l'industrie automobile, la saine compétition, c'est extrêmement important. Oui, puis d'ailleurs, on voit la conclusion de la saine compétition entre le port NACS et le port CCS, hein, Alexandre? Parce que le Nissan aussi est embarqué dans le bal, je pense, aujourd'hui ou hier. Ouais. Donc, ça progresse. Là, je pense qu'on va se ramasser avec tous les constructeurs traditionnels qui adoptent le port NACS en Amérique du Nord. Tu as dit Nissan, c'est le Nissan Ariya. Pas la Leaf. Juste le Nissan Ariya. Et les Nissan qui suivront.
probablement qu'ils ne changeront pas l'architecture du arrière. D'ailleurs, le Outlander PHEV aussi a toujours un Porsche à deux mots. Oui, absolument. Donc, Alex, ça conclut un peu notre petit segment qui avait été lancé par un article du Globe and Mail, un peu incendiaire sur la demande sur les véhicules électriques. Alors, je lisais un article sorti aujourd'hui par le même journal qui disait que c'est vraiment le temps d'investir dans le graphite parce que c'est un matériel très important pour les véhicules électriques dont le marché est en train d'exploser. Fait que des fois, il faut prendre les choses un peu avec un grain de sel, surtout que les mêmes gens nous disent un peu deux choses complètement différentes. Puis là, Alex, tu veux nous donner une certaine ouverture vers un autre sujet avec ça. Oui, bien, avec cette histoire-là là, de Volkswagen a arrêté son usine en Europe parce qu'il n'y a pas de demande en Europe des véhicules électriques. Tu sais, Volkswagen, le président de Volkswagen a dit il n'y a pas de demande pour les véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord. Moi, personnellement, mon opinion, je pense qu'il n'y a pas de demande pour vos véhicules électriques. Ceux des autres, peut-être. Fait que je me dis, c'est quoi que les gens veulent? Dans nos temps, dans cette époque où les taux d'intérêt sont très élevés, donc les véhicules chers, ben, sont encore plus chers. Ben, je pense que ce que les gens veulent, ce que les gens voulaient il y a peut-être un an, quand les taux d'intérêt étaient très faibles, ou il y a un an et demi, quand les taux d'intérêt étaient très faibles, ça leur dérangeait pas d'acheter une auto chère, parce que l'argent, entre guillemets, ne coûtait pas cher. Je pense que ce qu'aujourd'hui les gens veulent, c'est une voiture dont le prix de base, là, le PDSF, est faible, quelque chose que soit ils peuvent financer pour pas trop cher, ou quelque chose qu'ils peuvent acheter, parce que si tu en as de l'argent aujourd'hui et que tu es prêt à la mettre comme mise de fonds sur ton véhicule, ben, tu peux te ramasser aussi avec des paiements qui sont raisonnables, même si les taux d'intérêt sont élevés. Fait que je pense que ce que les gens veulent, c'est des autos pas chères. Puis ben, Tesla ne vend pas d'autos pas chères, mais Tesla vend des voitures moins chères qu'avant. Oui. Fait que clairement, ils s'en vont un peu dans la bonne direction. Puis là, on voit la disparition de la Bolt. Il n'y en a plus de voitures électriques pas chères. La Rio aussi va être cancellée. Là. Ça, je trouve ça vraiment triste. C'était la dernière voiture qui, à mon avis, de qualité, qui était pas trop chère sur le marché. Elle va disparaître. Fait que, j'ai l'impression que les constructeurs traditionnels ont voulu profiter d'une vague vers l'électrique en se disant on va vendre des autos plus chères aux gens. Finalement, c'est pas ça que les gens ils veulent aujourd'hui, puis ben c'est pas ça qu'ils leur offrent, fait qu'ils en vendent pas, ou très peu. Ben, je pense que ce que les gens ils veulent, Alexandre, c'est ça. C'est une auto compacte. Tesla Model 3, c'est une voiture compacte, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent une voiture de cette taille-là, un Model 3 de Model Y, une voiture compacte ou un hatchback compact ou un VUS compact qui coûte pas trop cher. Puis ils sont moins intéressés, je pense, par le luxe. Puis il y a bien des gens qui sont intéressés par la technologie, mais je pense pas que c'est tout le monde qui est intéressé par une voiture super technologique. Les gens veulent juste une voiture pour se déplacer, qui est confortable, qui les amène du point A au point B, qui leur donne pas d'anxiété sur l'autonomie. Et c'est ça qu'ils veulent, mais qui ne coûte pas 60 000 $. Puis ben, je sais pas c'est qui les constructeurs qui vont comprendre ça le plus rapidement. Je sais pas si, en fait, moi, je sais pas si c'est physiquement possible encore, aujourd'hui, en 2023, si c'est physiquement possible de le faire, mais j'ai des pistes d'idées sur comment que ça pourrait être fait. On s'entend, moi, personnellement, mettons qu'on dirait là, une voiture électrique de base, dans le fond, l'équivalent de la Toyota Corolla ou l'équivalent du Kia Seltos. Mettons, on part avec deux véhicules, une Toyota Corolla puis un Kia Seltos. Fait que là, tu couvres la berline compacte, puis tu couvres le VUS sous-compact, qui est le choix par défaut maintenant de plusieurs Québécois. Puis, personnellement, je vais dire que le Tesla Model Y, le format du Tesla Model Y, là, à 59 990 est encore trop cher, mais ce format-là de véhicule, cette performance-là de véhicule, cet équilibre de batterie et autonomie, c'est probablement genre l'équivalent de ce que devrait être le RAV4 électrique ou le Chevrolet Equinox électrique ou dans le fond, tout le CX5 électrique. C'est l'équivalent de ces véhicules-là qui sont très, très vendus au Québec en version électrique. Mais là, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Mettons une Toyota électrique, une Toyota le Corolla là, électrique, Gab. Mettons là, que ça se vendrait là, 29 990 canadien. En fait, moi, je pense que c'est complètement impossible encore avant au moins 5 ans. Là. Qu'est-ce que ça prendrait, Gab? Ben, moi, personnellement, ça prend peu d'équipement. Ça prend un moteur pas très puissant, tout petit. Ça prend une batterie LFP qui est lourde, mais qui est, dans le fond, moins chère, 30 % moins chère à produire, de maximum 50 kWh, peut-être même 47. Puis là, je dis une autonomie NR4 de 400 km avec une recharge rapide de 120-150 kW. C'est ça, moi, que je pense qu'il devrait être. Mais je pense que c'est tout qu'un exploit. Il faut que les constructeurs un peu réinventent la roue. Là. Dans le fond, il faut qu'ils revoient leur méthode de production. C'est que cette auto-là, ils ne pourront pas la fabriquer comme ils fabriquaient des voitures à essence. Pas du tout.
faut qu'ils réimaginent l'ingénierie de leur voiture pour qu'ils se fabriquent. Parce que dans le fond, on ne peut pas assumer qu'on va être capable de faire des voitures électriques comme on faisait des voitures à essence, puis que ça va être optimisé. Ça faisait 100 ans qu'on optimisait les coûts pour les voitures à essence. Fait que je pense que ça va être ça la clé. C'est juste de les faire différemment. Peut-être qu'un jour, on va avoir des autos qui n'ont pas de peinture, par exemple. Des autos qui n'ont pas de plein d'affaires. Puis, comme on dit, less is more, en fait. Là. Plus on va être capable d'en offrir moins, plus on va être capable de faire des autos qui sont pas chères, puis plus ils vont être capables d'en vendre. Oui, parce que ça me... Pas que ça me choque, là, mais je trouve ça fascinant que, évidemment, on peut penser n'importe quoi sur Tesla, soient les seuls qui semblent avoir compris comment faire de l'argent avec des véhicules électriques. Là, je comprends, c'est la seule chose qu'ils ont. C'est avec ça qu'ils ont commencé. Je comprends. Mais je veux dire, au nombre de gens qui ont démonté des véhicules Tesla, Toyota, dans des articles au Japon qui disent que c'est une œuvre d'art, un Tesla Model Y avec les gigacastings puis tout ça, là, puis la batterie structurelle, puis que Toyota a tout arrêté ses projets de développement de véhicules dans les derniers mois pour se recentrer sur des véhicules faits avec peu de morceaux, des batteries structurelles, comme Tesla. Je veux dire, je sais que développer des véhicules, ça prend 5 ans, 4 ans, 6 ans, puis c'est long, puis ça coûte des milliards. Là. Mais comment que ça se fait que des grosses compagnies comme ça là, ont juste continué d'avancer? Sans... Non, c'est sûr que ça ne marchera pas. Non, c'est sûr que ça marchera pas. Non, c'est sûr que ça ne marchera pas. Savais-tu que la compagnie qui a inventé l'appareil photo numérique, c'est Kodak, puis qu'aujourd'hui, Kodak ne fait plus d'appareil photo numérique? Oui, c'est vrai. Ouais, mais les téléphones ont tout avancé. Les plus grands peuvent se tromper. Là. Des fois, quand tu trouves la recette du succès et que ça fonctionne pendant assez longtemps, tu finis par penser que cette recette-là va fonctionner pour toujours. Puis finalement, ça ne fonctionne plus. Fait que je ne vais pas out, là, mais je pense qu'on va voir des constructeurs qui vendaient plusieurs millions de véhicules par année finir par être achetés ou faire faillite. Pas nécessairement faire faillite, mais peut-être se ramasser à fusionner avec d'autres constructeurs pour être capable de profiter de synergie et s'en sortir parce qu'ils ne réussiront pas. Ford vend des véhicules électriques. Là. Ils vendent beaucoup de véhicules, c'est une compagnie super rentable. Ils ne sont pas rentables, ces autos électriques. Non, ils perdent des milliards. Il faut qu'ils changent de stratégie s'ils veulent s'en sortir dans cette transition-là. Puis je pense que, dans le fond, le secret, c'est les économies d'échelle. C'est en faire énormément de façon simple avec peu de composants. Mais ça, c'est complexe faire ça parce qu'il faut que tu maîtrises tout cet art de l'ingénierie qui est de faire des choses avec peu de morceaux. Là. Ça, c'est un art. Je vais ramener un point que je ramène toujours aussi. Si tu veux faire une auto moins chère, ne pas mettre des roues de 20 pouces dessus. Mettez des roues de 16 pouces. C'est correct. C'est correct. On a vu le Fisker, roue de 20 pouces de base, 22 pouces en option. L'option a été sélectionnée par défaut. Mais, il y a une chose que les gens vont nous dire dans les commentaires. Ces véhicules-là sont tellement lourds qu'ils ont besoin de pneus plus forts et des plus grosses roues. C'est vrai, mais attention, combien pèse une Chevrolet Bolt? Chevrolet Bolt, une EUV, le LT, là, ça pèse genre 1650 kg. Une Tesla Model 3 LFP, là, ça pèse 1700 kg. Là, vous allez me dire, ouais, Alexandre, 1700 kg, ça veut dire quoi? Bien, c'est le poids d'un Volvo S60. C'est le poids d'un Toyota RAV4 flambant neuf. C'est le poids de des véhicules normaux. Un VUS compact normal un qui n'est CX5. pas particulièrement lourd. Fait que, clairement, ça se fait. Puis de toute façon, c'est pas au niveau du diamètre de la roue, là, on s'entend. Là. Il y a des camionnettes pleine grandeur qui ont des roues de 17 pouces. Qui ont des roues de 17 pouces. Là. Fait que tout se fait en 17 pouces. C'est ça la conclusion. Il faut juste, à un moment donné, sacrifier peut-être un peu le style pour se donner un peu de confort puis réduire les coûts. Bien, c'est aussi là où je m'en vais, c'est qu'en ce moment, l'industrie automobile, en fait, on va dire, dans les 5 dernières années, l'industrie automobile était axée sur le premium, le luxe, les fonctions. Hey, les voitures ont tellement de fonctions de base maintenant que moi, j'adore, hein? Puis là, dans le fond, je suis comme genre, j'ai de la misère à dire ça, mais une Toyota Corolla a un régulateur de vitesse adaptatif maintenant de base à 23 000 $. Quand même. Ça fait longtemps. Là, depuis 2016, Alexandre. Depuis 2000, ouais, on va dire depuis 2018, mettons. Mais peu importe, oui, c'est vrai. Mais si on revient à la base, parce qu'en Chine, ils en font des autos électriques là, médiocres, là, que c'est juste une laveuse qui se promène sa rue. Ça ne passera pas nos normes, nos normes de sécurité et tout ça, je le sais. Mais il y a un entre-deux à faire parce que des autos peu équipées, là, qui n'ont pas beaucoup d'équipement et qui ne sont pas nécessairement super belles puis que les matériaux ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais qu'ils sont sécuritaires, respectent les normes en Amérique du Nord, ça se fait. Parce qu'assembler des véhicules électriques, c'est de façon inhérente moins complexe, sauf que les matériaux pour les faire coûtent cher. Mais il y a plein d'options. Mais on dirait que les gens, comme tu dis, Gabriel, ils ont pris le chemin facile de faire des voitures chères parce que, dans le fond, le marché va juste continuer d'exploser, mais je pense qu'ils viennent de se faire mordre par en arrière avec le ralentissement économique. Oui.
Puis ce que j'ai hâte de voir, c'est que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va tirer son épingle du jeu. C'est certain Sûr, qu'à sûr. un Pas moment juste Tesla. donné, Il y a quelqu'un il d'autre. y a quelqu'un qui va sortir de quoi qui fonctionne. Un peu comme Ford a lancé le Maverick, puis ça a été un gros succès. Finalement, ils sont pas capables d'en livrer assez. Il y a des enjeux, mais ils en livrent quand même beaucoup. La demande est super élevée. Un jour, il y a quelqu'un qui va offrir un véhicule électrique pas cher, puis la demande, elle va largement dépasser l'offre. Puis ils vont en faire plus, puis tout le monde va pouvoir finir par en acheter. Fait que ça va être qui ça? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que d'ici 5 ans, on va voir ça. Oui. Puis, dans le fond, c'est là-dessus qu'on va terminer. Puis, dans le fond, on va vous demander quelque chose. Premièrement, si vous avez aimé cet épisode, ben, mettez un petit like. Parce que qu'est-ce que ça fait le like? Ben, ça fait que la vidéo est montrée à plus de gens, puis il y a plus de gens qui l'écoutent. Boule de neige. Puis on fait plus de vidéos après. Mais après ça, dans les commentaires, vous allez nous dire Alexandre, Gabriel, moi là, l'auto électrique par excellence, ça serait X, Y, Z. La grosseur de la batterie, le nombre de moteurs, la vitesse de recharge rapide, l'autonomie. Est-ce que ça pourrait être un Mazda CX-5 électrique? Est-ce que ça pourrait être un Toyota RAV4 électrique? Est-ce que ça pourrait être le retour de la Toyota Yaris électrique? Je ne sais pas. Mais évidemment, on peut prendre le temps d'imaginer quelle serait la voiture électrique idéale pour le Québec à bon prix. Bien, on va vous laisser le faire dans les commentaires.